you back? Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. C'est un copain de promo. Je suis très content de t'accueillir, Charles, de te faire participer à à ce club marketing. Tu as une carrière super depuis 20 ans. Et donc, je te remercie à nouveau de partager ton expérience et je te laisse tout de suite la main. Cool, bah écoute, merci Vincent, merci Margot de me recevoir. Je suis ravi de pouvoir me reconnecter avec le SCRN. C'est des bons souvenirs et c'est une super communauté. Pour vous donner un peu de background, donc j'ai 43 ans, je m'appelle donc Charles Dossy, je suis originaire de Lille, je suis rentré à l'ESCRN donc en P10 1999. Je suis rentré en admission parallèle, j'avais fait un UT Tech Deco avant. Donc j'ai fait mes 2 ans à l'ESCRN, j'ai fait ensuite un an dans le cadre de l'ESCRN au Canada. Et ensuite, j'ai donc été diplômé. Avant de commencer à travailler, j'ai souhaité faire un petit peu un rêve de gamin, qui était de traverser l'Atlantique à la voile. Donc j'ai même réussi à traverser la Méditerranée et l'Atlantique. Donc je suis parti de Grèce, Athènes, en passant par le Cap Gibraltar, les Canaries, et puis on est arrivé ensuite à Saint-Martin aux Caraïbes. Donc c'était un beau voyage que je voulais faire avant de commencer à travailler, parce que je savais bien que je ne savais pas exactement quelle date j'allais revenir. Et c'était un peu un voyage magique avant de commencer à bosser. Et mon premier boulot était ensuite en Chine, où je suis parti avec un sac de voile, littéralement. Et j'ai travaillé pour La Foire Fouille et Pierre Import, qui avait un gros bureau d'achat à Guangzhou, dans le sud de la Chine, où j'ai travaillé pendant presque 2 ans. Ensuite, je me suis dit, j'ai vraiment envie de rester dans la région, mais il faut que je sois outillé pour pouvoir y rester et faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je me suis mis à apprendre le chinois. J'ai arrêté de bosser. J'ai quitté mon appartement d'expatrié et toute la belle vie qui allait bien pour, avec mes petites économies, me mettre à apprendre le chinois. Donc, je pensais qu'en un seul semestre, ça devrait aller, full time, ça allait. Et ensuite, en fait, au bout d'un semestre, je parlais un petit peu chinois, mais c'est vraiment pas très très bon du tout. Du coup, j'étais très vexé et j'ai re-signé pour un deuxième semestre qui m'a permis d'avoir un chinois un peu plus solide. Et ensuite, après cette année de chinois, j'ai déménagé à Hong Kong pour en fait créer une société pour des investisseurs français dans le monde du consumer electronics. Donc j'ai créé la boîte de zéro pour eux. Le business a très bien marché. On était dans le business des batteries rechargeables, qui était à ce moment-là en plein boom. Et donc le business a bien marché. On vendait à Carrefour. J'étais 2 ans d'affilée sur toutes les étagères de Walmart aux US et ailleurs. Donc c'était vraiment un business super sympa. J'ai même été élu en 2008 de mémoire e-businessman de l'année par Alibaba. C'était le tout début d'Alibaba. J'étais parmi les premiers utilisateurs d'Alibaba pour faire la promotion de nos produits à l'export via la plateforme. Et j'ai même une photo à vous montrer si ça vous intéresse un peu plus tard de ma tête sur les taxis et dans le métro de Hong Kong. Mais Charles, tu peux peut-être prendre la main sur la présentation. Est-ce que tu as... Voilà, partage ton écran, comme ça on verra ta presse et tu pourras enchaîner directement après sur... Voilà, donc vous devez voir là quelques photos d'Alibaba. Ma tête dans le métro, donc e-businessman de l'année, ça m'est tombé un peu par hasard dessus, mais c'était un bon moment où il fallait que le business booste et j'étais sur les taxis, dans le métro, c'était assez marrant. Et ensuite en 2018, j'ai quitté cette boîte et je me suis dit, il faut absolument que je monte ma boîte. Donc du coup, j'ai démissionné et j'ai simplement monté ma boîte. Au cœur de la crise financière qu'on a tous vécu. Le business a très bien marché. Je suis passé dans le monde du LED lighting, donc l'éclairage LED qui était au tout début de cette technologie-là. Donc cette boîte que j'ai montée en 2018, je l'ai revendue ensuite en 2011 à un de mes plus gros clients, un client français, avec qui ensuite on a fait une IPO à Paris sur le marché Euronext. Avec une société qui s'appelle Lucibel, qui existe toujours, qui est le spécialiste français de l'éclairage LED et qui avait à l'époque boosté sa croissance internationale via l'acquisition de ma société à Hong Kong. Et ensuite, en
2015, j'ai décidé, après 2 ans après l'IPO, la boîte était un petit peu en mode cruising, et ça m'allait plus forcément. Je me suis dit que j'avais envie de changer un petit peu de carrière, faire un petit peu autre chose. J'avais déjà 10 ans de manufacturing en Chine derrière moi, et je voulais faire autre chose. Et c'est quelque chose qui fascine pas mal les gens, mais qui en fait, je pense, à la portée de beaucoup de monde. Bah, tout simplement de changer de carrière. Alors j'aurais pu choisir d'aller faire un MBA dans je ne sais quelle business school ou université, mais étant plus dans le pratique et apprenant assez vite sur le tas, j'ai en fait décidé de couper mon salaire en deux et de rejoindre une startup fintech avec qui on a lancé le premier robot advisor en Asie. Les robots advisors, c'est des conseillers financiers automatisés en fait. Donc je faisais des cours du soir pour pouvoir avoir les bonnes licences et les bons permis pour opérer sur les marchés à Hong Kong, sur les marchés financiers. Donc c'était une année assez intense, avec un budget bien plus réduit que ce que j'avais avant. Mais en fait, ça m'a permis de passer du monde du manufacturing en Chine au monde de la finance. Et encore une fois, j'ai pas l'impression d'avoir fait. J'ai fait un effort, c'est sûr, mais c'est pas du tout inhumain. Ensuite, j'ai rejoint le gouvernement de Hong Kong, donc c'est aussi un petit peu incroyable. Un Français qui parle anglais avec son accent bien de chez nous. Et finalement, j'ai rejoint le gouvernement de Hong Kong pour créer un nouveau département qui était attelé au ministère des Finances pour la promotion de la FinTech. Donc j'étais Head of FinTech avec le gouvernement de Hong Kong pendant presque 3 ans. Donc j'étais l'organisateur de la FinTech Week, j'ai assisté plus de 450 sociétés internationales à venir s'installer à Hong Kong. J'avais une équipe qui était dispatchée entre Hong Kong forcément, Londres et San Francisco. Énormément de voyages, beaucoup de clients en Chine, beaucoup de clients en Europe et aux US. Super intéressant de pouvoir travailler au cœur de la machine politique et gouvernementale de Hong Kong. Donc j'ai gardé de très bonnes relations là-bas et je me suis vraiment bien éclaté parce qu'en fait je savais que j'allais pas forcément rester très longtemps. Je suis pas designé pour être un fonctionnaire. Et du coup je me suis dit j'y vais à fond et je m'éclate. Et je me suis vraiment éclaté. Les gens ont adoré le travail qu'on a fait avec l'équipe et c'était super sympa. Jusqu'en 2019 où j'ai rejoint Consensus qui est le leader mondial de la blockchain pour créer leur bureau à Hong Kong. Et donc aujourd'hui, je suis directeur Asie pour Consensus, avec des projets qu'on verra ensemble un peu plus tard, notamment dans la cybermoney et dans les assets digitaux. Donc voilà un petit peu le background. Je pense que vous avez vu les photos. Il y a peut-être une autre photo que je peux vous partager, une photo d'un Ironman, parce qu'à l'époque j'étais fit. Donc en 2014, après quelques années de practice, j'ai finalement réussi à terminer mon premier Ironman. J'en ai fait d'autres après. Et donc celui-là, c'était en Australie, à Port Macquarie. Donc ça fait 180 bornes de vélo, 4 km de nage, 180 bornes de vélo et 42 km de course à pied. Donc évidemment, en tout cas, moi j'ai fini de nuit parce que je n'étais pas dans le peloton de tête. Mais c'était des bons souvenirs et des bons achievements. Tu l'as fait en combien de temps cet Ironman, là, Charles? Ou alors, il n'y a pas le timing là, mais écoute, c'était pas fameux, hein. Je l'ai fini, hein, c'est ça l'essentiel. De mémoire, j'ai dû le faire en quoi? J'ai dû le faire en 13 ou 14 heures peut-être. Ah, quand même, Bon, ah, quand même, ah, quand même, ah, quand même, ah, quand même. Ouais, donc, félicitations. Je ne sais pas s'il y a des Ironman ou des. Moi, je suis marathonien, donc c'est extraordinaire. Ben, bravo déjà pour cet achievement. Est-ce que. Donc, maintenant, aujourd'hui, tu es DG Consensus. ouais. Donc, tu es quelque part un pro de la blockchain. Est-ce que déjà tu fais une différence, enfin, donne-nous la différence entre la blockchain et Ethereum et Alors, c'est Bitcoin. quoi la C'est quoi la blockchain? La différence blockchain, entre les c'est une trois? technologie de collaboration et de coordination. Il y a beaucoup de définitions. On peut te parler de distributed ledger, on peut te parler de plein de choses. Mais en fait, fondamentalement, c'est une technologie qui permet d'automatiser la coordination de toute activité humaine ou activité de machine et le faire de façon transparente, automatisée et d'un certain côté, créer de la confiance là où il n'y a pas forcément de confiance. Donc la blockchain, c'est de la coordination. Et ça permet de coordonner la finance, de coordonner les supply chains, de coordonner tout un tas de sujets. Et en fait, de garantir un petit peu comme quand tu ouvres un document Google Documents et qu'on est à deux sur le même document, si je change une lettre, la lettre change chez toi aussi.
Et si j'efface un chiffre, le chiffre va s'effacer chez toi aussi. Donc on est en fait sur un ledger qui est commun, une base de papier sur laquelle on enregistre toute l'activité. Et donc aujourd'hui, tu as deux grandes technologies de blockchain. Tu as les technologies qu'on appelle distributed ledger, qui sont en fait un petit peu des technologies d'intranet, qui permettent de créer des réseaux privés dans lesquels uniquement les membres sont invités à coordonner leur business ou coordonner leurs activités financières. Et tu as aussi d'autres réseaux qui sont beaucoup plus intéressants et puissants, qui sont des réseaux mondiaux, comme Ethereum ou comme Bitcoin et d'autres, où là, tu as vraiment accès un petit peu à la troisième génération d'Internet. La première génération d'Internet, c'était le contenu avec des pages statiques. La deuxième génération d'Internet, c'était l'Internet social avec les Facebook et compagnie. Et la troisième génération d'Internet, c'est réellement l'Internet de la valeur, où en fait on va pouvoir, et on peut déjà aujourd'hui, commercer les uns avec les autres et sans avoir de risque et sans avoir d'intermédiaire. Donc on passe vraiment dans un monde trustless et un monde où on peut travailler en direct avec énormément de personnes sans avoir entre nous un Facebook, sans avoir entre nous un Amazon par exemple, et de façon sécurisée. Et derrière cette technologie, tu as énormément de sujets qui émergent, comme par exemple les sujets des cryptocurrencies, les sujets des CBDC, la supply chain, les NFT qui sont à la mode en ce moment. Donc c'est vraiment le futur de la finance et le futur pour nous, en tout cas chez Consensus. Alors justement, est-ce que tu peux basculer sur la présentation que tu avais préparée sur ton activité chez Consensus et ce que vous faites globalement, parce que vous êtes quand même le leader d'Ethereum. Voilà, exactement. Donc je te laisse là sur cette presse. Merci Vincent. Donc Ethereum, c'est la plus grande plateforme mondiale blockchain, la plus grande plateforme mondiale de smart contracts, donc je ne sais pas comment on dit en français, mais peut-être des contrats intelligents, mais pas forcément ça. Et aujourd'hui, en fait, chez Consensus, on fait un certain nombre de choses. On travaille énormément avec les développeurs. Donc les développeurs sont les informaticiens qui vont créer ces plateformes-là. On leur fournit des outils, on leur fournit du training, on leur fournit de l'infrastructure. Une grosse partie de nos clientèles, c'est le monde de l'entreprise, des gouvernements. Mais on a aussi toute une série d'applications qui touchent les consumers. Donc la société fait aujourd'hui 600 personnes, c'est la plus grosse société au monde qui fait uniquement de la blockchain et on fait uniquement de l'ingénierie. Donc on fait strictement rien d'autre à part la blockchain. Donc on est vraiment extrêmement focus et extrêmement bon. On a été fondé en 2015 par le cofondateur d'Ethereum. Donc on a 5 ans. Ça fait de nous une des sociétés les plus anciennes de l'écosystème. Et donc, on travaille à tout moment de la journée. Tu vas avoir à peu près 100 000 développeurs qui vont travailler avec nos outils. On a digitalisé à peu près 1 milliard d'assets. Tous les jours, on manage à peu près 10 milliards de transactions sur les réseaux qu'on a construits. Et on a plus de 300 projets derrière nous. Donc nos clients, c'est comme les logos le montrent, c'est des gouvernements, des régulateurs comme la MAS à Singapour, la Hong Kong Monetary Authority, LVMH, Procter & Gamble, JP Morgan, BNP, Microsoft, la Commission européenne. Donc on a réussi à se faire une place sur ce marché-là, parce qu'on a commencé extrêmement tôt et qu'on est extrêmement focus. Et donc pour passer un petit peu directement sur le monde du CBDC, donc du Central Bank Digital Currency. Alors en français, Vincent, je pense que tu connais le mot en français que moi j'ai oublié déjà. Bah, c'était une question justement d'Edouard C à l'instant là. C'est CBDC, c'est Current Banking Digital Currency, et en français, donc ça va être MBDC. Écoute, je vais le reprendre un instant. Je te laisse continuer. Monnaie de banque centrale digitalisée à mon avis. Voilà, c'est ça. Voilà, ok. Je vais garder CBDC, pour moi c'est plus ce que j'utilise, donc je m'excuse. Ah oui, mais tout le monde parle de CBDC, c'est très franco-français de parler de MBDC, mais bon, quand tu tapes le hashtag sur Twitter, il y a plein de trucs qui ressortent, donc on utilise aussi le MBDC. Donc aujourd'hui, chez Consensus, on a été actif sur ce sujet-là depuis 2018, donc ça fait déjà pas mal de temps. On a commencé à travailler sur des sujets. Il y a 3 grands sujets sur le CBDC en général. Les sujets qu'on appelle wholesale. Les sujets CBDC wholesale, c'est quand on va créer une monnaie digitale avec la banque centrale d'un pays. Et cette monnaie digitale va être échangée uniquement entre la banque centrale et les banques commerciales. Donc c'est ce qu'on appelle plutôt, on va dire, un CBDC B2B, vraiment très pro à pro.
Il y a une autre catégorie de sujets sur laquelle moi je suis assez actif ici en Asie. C'est ce qu'on appelle les wholesale cross-border. Donc, c'est des CBDC qui sont créés par les banques centrales et qui ont un but d'aider en fait les échanges de monnaie entre les pays pour supporter le business ou pour supporter le forex ou pour supporter différentes activités cross-border. Et ensuite, un autre sujet sur lequel on a été aussi actif dernièrement avec mon équipe, c'est ce qu'on appelle les CBDC retail. Donc, c'est des applications CBDC pour le grand public, où là, on va travailler des solutions technologiques qui sont vraiment pour vous et moi, et commencer à voir comment ces monnaies digitales s'intègrent dans notre vie digitale de tous les jours et deviennent un moyen de paiement classique. Donc voilà, on a passé un petit peu en vue les trois modèles, je ne vais pas forcément y passer des heures. Et vous voyez un petit peu sur ma gauche de l'écran, un petit peu comment on organise ça. Donc en fait, on va créer des réseaux distribués. Donc en fait, c'est une database qui est une base de données qui est distribuée. Donc chaque interaction est en permanence enregistrée par tous les acteurs pour s'assurer que tout est toujours à jour dans toutes les parties du réseau. Et on va créer en fait un réseau entre la banque centrale, les banques commerciales et ensuite des sous-réseaux qui vont arriver jusqu'au processeur de paiement, jusqu'à l'utilisateur final, pour les aider en fait à créer des CBDC et à les utiliser. Et l'avantage en fait, c'est qu'un CBDC, c'est une monnaie digitale qui a la même valeur légale qu'un billet de banque dans votre poche ou une pièce. C'est différent de l'argent digital que vous avez sur votre compte digital ou votre carte bleue, qui est en fait toujours un petit peu un système de crédit qui est offert par les banques ou un système d'accounting qui est offert par différentes institutions. Là, ça permet aux banques centrales d'avoir un accès direct en fait, à leur marché et d'avoir aussi une information sur comment l'argent est utilisé. Aujourd'hui, en fait, quand on est une banque centrale, on arrose ces banques d'argent en leur disant il faut faire absolument des prêts à l'économie, par exemple, ou il faut aller aider les SME, ou il faut aider le general public. Mais c'est assez dur pour une banque centrale de comprendre exactement et d'avoir une information en direct sur comment l'argent est utilisé. Donc ça offre des certitudes à l'utilisateur sur la valeur de l'argent et la véracité de l'argent. Mais ça offre aussi des avantages pour les banques centrales et les banques en général, d'avoir une vision beaucoup plus granulaire de ce qui se passe sur l'argent et où va l'argent et comment il est utilisé, dans le respect de la privacy, de la privacy, bien entendu. Donc ça amène d'autres sujets, ces sujets de CBDC. Donc quand on travaille sur le monde des assets digitaux, comme chez nous, chez Consensus, on a à peu près deux types de clientèle qui sont un petit peu pas opposées, mais bien différentes. Donc on travaille énormément avec le gouvernement, avec les banques commerciales. Vous avez vu les logos au début de la présentation. Mais on travaille également avec des gens qui sont un petit peu dans le futur, des gens qui travaillent dans la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi, qui sont en train en fait de créer sous nos yeux des nouveaux systèmes financiers qui sont encore très expérimentaux, mais sur lesquels il y a énormément d'innovation qui est créée. Et j'ai personnellement aucun doute que parmi ces innovateurs de la DeFi, on va en retrouver d'ici 3-4 ans en tant que marque un petit peu de household brand, comme Tesla l'est aujourd'hui, qui seront en fait des systèmes financiers décentralisés gigantesques avec une couverture mondiale et qui vont aider beaucoup de monde dans la finance en général et beaucoup de monde en tant qu'utilisateur aussi pour avoir accès à des produits financiers qui soient distribués de façon plus saine, plus transparente et qui soient aussi plus rémunérateurs. Donc on retrouve dans le monde de la DeFi aujourd'hui, c'est un marché qui représente à peu près 50 milliards de dollars avec une multitude de sociétés. Et toutes les activités en fait, de la finance sont représentées sur cet écosystème de DeFi. Et pour moi, c'est super intéressant parce que quand on a compris un petit peu comment marchait la finance et qu'on comprend un petit peu ses faiblesses et ses avantages aussi, et qu'on a en plus un goût pour la technologie, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont très impactantes à construire. Ça va bien plus loin que la spéculation simple ou que le prix du Bitcoin. Hein. Chez Consensus, on est vraiment des ingénieurs. On est 600, il doit y avoir 550 ingénieurs chez nous.
On n'est pas non plus des spéculateurs, donc ne me demandez pas le prix du Bitcoin, je peux regarder pour vous, hein, j'ai Internet, mais ce n'est pas du tout notre métier. Le métier, c'est vraiment construire de l'infrastructure, principalement pour les marchés financiers, mais aussi pour des sujets plus, on va dire, sociétal, comme le Covid. On va lancer d'ici quelques semaines ici à Hong Kong un portefeuille d'informations Covid. Donc chaque utilisateur pourra en fait enregistrer avec son médecin ce qu'on appelle les clinic events. Donc quand vous vous faites tester, quand vous vous faites vacciner, quand vous vous faites revacciner, quand vous vous faites tester par un professionnel. Et donc à chaque fois, le médecin va pouvoir en fait intégrer sur ces applications à base de blockchain les résultats avec son certificat d'authenticité. Et ça permettra en fait à chacun de pouvoir documenter et d'être propriétaire de son information par rapport au Covid. Donc derrière cette technologie blockchain, aujourd'hui c'est vraiment un sujet qui est tiré par le monde de la finance en général, mais il y a énormément d'applications qui sont en train de sortir. Et c'est pour moi une grande chance de pouvoir travailler sur un sujet, de pouvoir aider la société de Hong Kong sur un sujet comme le Covid, avec des technologies de pointe comme la blockchain. Donc voilà un petit peu, on va arrêter de parler de finance, c'est un club marketing. Alors je vais vous faire de la pub. Est-ce que je peux faire de la pub, Vincent? Vas-y, bien entendu. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez peut-être des questions. On peut peut-être faire une petite pause question, même si on gardera 5-10 minutes à la fin pour les questions. Je vais quand même faire de la pub parce que la pub, elle ne demande pas la permission, elle vient juste comme ça. Donc je fais de la pub pour un livre que j'ai écrit, qui est disponible aujourd'hui sur Amazon et bientôt dans toutes les bonnes librairies. C'est un livre qui s'appelle Block Kong. C'est donc un mot que j'ai inventé en mélangeant blockchain et Hong Kong. Et en fait, à travers ma carrière au gouvernement et ici chez Consensus, j'ai eu l'occasion de rencontrer plus ou moins tout le monde à Hong Kong dans le monde de la blockchain. Et donc j'ai fait une série d'interviews autour de petits déjeuners dans la ville, dans les endroits différents à chaque fois, des endroits qui sont très typiques. Et donc pendant ces petits déjeuners, j'ai interviewé 21 entrepreneurs de Hong Kong qui construisent l'écosystème. Il y a des parcours de vie qui sont juste fascinants. Des gens qui étaient des présentateurs télé pour Bloomberg, qui ont démissionné pour monter une boîte de médias sur la blockchain. Des gens qui sont des crypto-anarchistes. Le Decentralized Chief Officer de HTC, les mobile phones taïwanais. J'ai rencontré aussi le plus jeune milliardaire anglais qui a 36 ans et qui en fait a fait sa fortune ici à Hong Kong. Des gens qui sont dans l'écosystème uniquement pour changer le monde, d'autres gens qui sont là juste pour faire de l'argent. Donc il y a plein de parcours différents. Donc c'est 21 personnes à rencontrer. Et donc si vous voulez découvrir un petit peu l'écosystème et qui sont les gens derrière, n'hésitez pas. Blockcon.com et vous pouvez aller sur Amazon.fr aussi. Si vous achetez le livre, 100% des chiffres de la vente partent en fait à la formation des jeunes étudiants hongkongais qui n'ont pas forcément les moyens pour les aider en fait à upgrader leur carrière, de façon à ce qu'ils ne soient pas uniquement un ingénieur back-end, mais qu'ils soient ingénieurs avec des capacités blockchain pour leur permettre d'avoir accès à des belles carrières. Donc le livre est 100% charity, donc n'hésitez pas à en acheter un, et puis si vous l'achetez, n'hésitez pas non plus à laisser une petite review, ce qui aidera à faire monter le bouquin dans les rankings. Et puis si vous voulez continuer à suivre un petit peu ce qui se passe à Hong Kong et mon actualité, vous avez ici les liens Twitter et LinkedIn, comme il se doit. Merci à toi, Vincent. Merci, Charles. Bah, écoute, on a avancé très vite. J'ai déjà, moi, une première question que je voudrais te poser, c'est l'importance de l'État dans cette chaîne de blockchain et de monnaie digitale. On parle souvent que le gouvernement chinois est en véritable guerre, entre guillemets, hein, pour imposer son yuan numérique. Pourquoi on peut parler vraiment d'importance de l'État sur ces digital currencies? Alors, l'État n'est pas forcément important, mais les gouvernements en général et les régulateurs ont compris que le monde est en train de passer sur un nouveau type d'infrastructure. Donc, l'État est juste un consommateur de ces technologies, très honnêtement. Aujourd'hui, on aide certains gouvernements à travailler sur les sujets, mais on aide les gouvernements aussi bien qu'on aide les entreprises ou des non-profits.
Pour revenir peut-être plus sur une partie de ta question qui est le yuan chinois, en fait, le yuan chinois aujourd'hui, quand il bouge à l'international, dépend d'une infrastructure qui est une infrastructure américaine qui s'appelle le réseau SWIFT. Et vu les tensions qu'il y a aujourd'hui sur des tensions politiques et des tensions de commerce en général, euh, il y a un besoin de la part des gouvernements de se dire comment je vais pouvoir m'assurer que mon économie ne dépend pas d'infrastructures qui sont majoritairement d'autres pays. Donc, ils sont amenés à vouloir construire leur propre infrastructure. Et la meilleure façon, c'est aujourd'hui, c'est de construire ça en blockchain. Oui, forcément, si je reste en mute, c'est assez classique ça. Euh, Si alors tu l'as fait au tout début j'allais dire de l'afterwork. Non, on n'est pas en physique malheureusement, mais du webinaire. Tu peux La boire du vin définition. quand même, hein. Si tu as un verre de vin caché sous ton Ouais. bureau, c'est le moment de le sortir, hein. Non, non, j'ai rien à côté de moi. Je vais aller déjeuner tout à l'heure, mais j'ai rien de prévu. Non, mais si tu avais une définition de la blockchain assez simple pour un novice, parce qu'on est rentré quand même un petit peu dans le détail, mais tu l'as un petit peu détaillé tout à l'heure, mais ah oui, tiens, il y a quelqu'un qui nous présente ça. La Guinness. La Voilà. Guinness, très bien. Pour Santé. toi, pour un novice, qu'est-ce que c'est que la blockchain et qu'est-ce que c'est derrière qu'une cryptocurrency? Je voudrais vraiment revenir pour un novice. Tu as deux sujets. T'as le sujet des monnaies digitales qui sont issued, qui sont émises par la Banque centrale de France, par exemple, ou la Banque centrale de quoi que ce soit. C'est des monnaies digitales qui arrivent juste sur des nouveaux rails, mais c'est la monnaie de la Banque centrale. Et après, tu as des assets digitaux qui sont nouveaux, qui sont complètement indépendants, qui ont des valeurs, des propositions de valeurs différentes, qu'on appelle vraiment la crypto pure. Donc là, je pense à Bitcoin, je pense à Ethereum, je pense à d'autres cryptocurrencies sur lesquels les gens vont se dire en fait le futur c'est probablement là et donc ils vont parier sur ces currencies là. Donc Bitcoin veut prendre le rôle de l'or digital. Donc l'or il y a de la scarcité sur l'or. Donc il y a uniquement une certaine quantité d'or dans le monde. Donc quand tu en achètes, tu te protèges de l'inflation. Et en fait, Bitcoin essaye de se placer sur un remplacement de l'or ou quelque chose qui travaille en parallèle pour se protéger de l'inflation avec un système mathématique qui définit qu'il n'y aura uniquement 21 millions de bitcoins dans toute l'existence de bitcoin en général. Et ça fait 10 ans que ça marche, ça fait 10 ans que les gens achètent de plus en plus à cette narrative. Donc voilà. Sur le sujet Ethereum, les gens vont investir en fait dans l'Ether, qui est la monnaie et un petit peu l'essence du réseau pour faire marcher le réseau. Ce réseau marche avec un token qu'on appelle l'Ether, en faisant le pari qu'en fait, il y a énormément de migration sur ces plateformes de smart contracts et que ça sera vraiment la fondation des nouvelles économies. Donc voilà, après, c'est à chacun de prendre ses décisions. Je ne suis pas là pour donner des conseils financiers. Mais si vous grattez un petit peu la tête dessus, je pense que la meilleure façon pour vous de commencer, c'est de se dire, peut-être que je vais acheter 50 euros de Bitcoin et 50 euros d'Ethereum pour avoir un petit peu de skin in the game et vous obliger un petit peu à, à continuer à vous documenter. N'investissez surtout pas trop d'argent parce que c'est des marchés qui sont extrêmement volatiles. Alors, tu Euh, m'avais parlé c'est toi d'ailleurs qui m'as fait faire télécharger une application pour suivre éventuellement son portefeuille de crypto. Tu m'as parlé de crypto.com. C'est une application qui permet de gérer son portefeuille. voilà, exactement. Et crypto.com a été Il y monté a un par un leader. Hongkongais qui est aussi couvert dans le livre. Ouais. J'ai une question d'Edouard que tu peux peut-être lire en même temps que moi si tu ouvres le chat. À quel point l'État chinois est ouvert au sujet de crypto-monnaie ou à la défi? On sait que Neo et d'autres projets chinois ont été lancés dans le yuan numérique qui n'utilise pas la blockchain, mais en même temps le minage est interdit en Mongolie intérieure. Est-ce que tu peux réagir à ça? Alors, je ne suis pas un politicien. La Chine adore la blockchain. La Chine n'aime pas la crypto. Donc, si c'est pour créer des assets digitaux avec pour mission la spéculation financière, la Chine n'est pas du tout intéressée et l'interdit. Donc, il n'y a pas de liberté là-dessus. Si tu veux acheter un Bitcoin, c'est interdit en Chine. Ça ne veut pas dire que les gens ne le font pas, mais c'est interdit. Parce qu'ils ne souhaitent pas avoir de monnaie ou de challenger, et puis ils veulent protéger aussi leur population
les protéger de l'investissement dans la crypto, parce que c'est un investissement qui est extrêmement dangereux. Le CBDC chinois utilise différents types de databases. Donc, il est disponible sur des plateformes centralisées et des plateformes décentralisées aussi. Et aujourd'hui, Neo ne fait pas de CBDC, quelle que soit que la presse vous le dise. Aujourd'hui, il y a une blockchain qui utilise le CBDC chinois, qui s'appelle Chang'an, qui n'a évidemment pas de token. Donc, on ne peut pas spéculer sur cette blockchain-là. Mais les Chinois ont construit un yuan digital qui peut venir se poser sur tout type d'infrastructure. Donc, on va le retrouver sur les systèmes de WeChat Pay, on va le retrouver sur les systèmes blockchain avec Chang'an, on va les retrouver sur les systèmes de Alibaba. Et en fait, comme l'argent classique, on peut le mettre dans une banque, on peut le mettre dans un porte-monnaie, on peut le mettre sous son lit. Et les Chinois ont construit de façon très pragmatique leur monnaie digitale officielle de façon à ce qu'elle puisse se poser et circuler sur une multitude de formats. Mais il n'y aura pas un gagnant. Ça sera le yuan digital est multi-chain et multi-infrastructure. Là, tu adresses un point qui est super intéressant. Est-ce que tu peux creuser justement pour, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre dans ce webinaire aujourd'hui, là, tu adresses un point, c'est la distinction entre la conception publique ou la conception privée d'une blockchain dans la crypto. Donc oui, tu as des réseaux qui sont privés, des réseaux qui sont publics. En général, les Chinois vont préférer des architectures qui sont plutôt privées. Donc ça peut être de très très grandes architectures, mais qui sont privées. Et après, les gens choisissent après s'ils veulent aller sur les réseaux qui sont complètement mondiaux. Quand tu es sur un réseau mondial, ça veut dire que tu peux envoyer de l'argent partout, que tu as accès à tout le monde, que tu connectes à beaucoup de monde. Donc oui, tu as deux types de blockchain et en gros, tout va se faire un petit peu comme on le fait aujourd'hui. L'avenir est plutôt des solutions hybrides où on va avoir un réseau mondial sur lequel il va y avoir des sous-réseaux qui sont privés, qui sont créés en fait à la demande. Si on regarde ce webinaire en ce moment, là on est sur un webinaire qui est en fait sécurisé, donc chacun en se connectant à échanger des clés d'encryption. On est sur l'Internet qui est un réseau public, mais on a créé le temps de ce webinaire pour 60 minutes, un réseau privé. Et donc on va plutôt aller sur ce type d'architecture qui seront en fait un premier layer qui est mondial, qui a une grosse couverture, sur lequel vont venir se faire à la volée des réseaux privés pour le temps d'une transaction, des réseaux privés le temps d'un webinaire ou d'autres types d'activités. C'est toutes les blockchains B2B qui sont actuellement en train d'être créées, qui sont des sous-domaines d'une blockchain générale. En général, c'est ça. Et ce qu'il faut absolument garder à l'esprit, c'est que tu veux toujours garder en fait de la connectivité. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup de compétition entre les blockchains. La réalité, c'est que la vaste majorité de l'activité se passe sur Ethereum. Ethereum, ce n'est pas la blockchain de consensus. On est un des acteurs de l'écosystème, mais c'est une technologie qui est gratuite, open source, et qui appartient réellement à la communauté. Il se trouve que notre société est la plus influente est la plus active sur cet écosystème-là, mais ce n'est pas une technologie qui nous appartient. Et ce qui est important, en fait, c'est quand on construit ces réseaux-là, la question technologique est importante, mais elle n'est pas prioritaire. La priorité, c'est de créer des effets des network effects, où en fait, tu vas vouloir aller te rejoindre et rejoindre les communautés et construire ton business ou construire ton CBDC sur des écosystèmes où tu sais qu'il y a déjà une demande, il y a déjà des clients qui sont là, il y a déjà des entreprises qui construisent, et il y a beaucoup de nouveaux venants qui viennent avec des technologies qui nous promettent plein de choses, mais qui en fait, d'un point de vue commercial, n'arrivent pas en fait à décoller. Parce qu'ils n'arrivent pas à créer ce network effect, d'avoir un début d'écosystème qui va grossir de façon exponentielle. Aujourd'hui, arriver sur ces marchés-là aujourd'hui, c'est quasiment impossible de réussir. Ou alors on se place sur des niches qui sont très petites. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, donc je vais continuer. J'en ai noté quelques-unes. Hein, moi, j'en ai une, Vincent. Oui. Vincent oui. Oui. Moi, j'ai une question à l'oral. Mais d'abord, merci pour cette conférence très intéressante. Dans la pratique, si on désirait, nous, faire un Puma LA coin, un Bitcoin Rennes School of Business
pour, par exemple, avoir une réduction ou payer des cours dans le futur, des Master Exec Education et tout ça, pour créer l'infrastructure, on vient de voir, c'est ça? Voilà, en fait, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est un petit peu troublant quand on commence la blockchain, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens, tellement il y a de sujets sur lesquels on peut toucher. Et ce qui est intéressant dans ta question, c'est que tu pourrais t'imaginer en fait que tu vas commencer à créer des nouvelles façons de te financer, et tu pourrais imaginer qu'un étudiant à l'ESCRN paierait une partie de sa scolarité en fait en donnant un petit peu des actions digitales de sa future carrière. Donc tu pourrais imaginer que c'est pas moi, le SRN, ça coûte 10 000 euros, je connais plus les tarifs maintenant, et que tu fais financer 2 500 euros en fait en faisant une espèce de crowdfunding pour les gens, et tu vas leur proposer un token qui sera en fait géré par une blockchain totalement transparent, et tu t'engages à donner 5% de ton salaire pendant les 5 premières années de ta carrière. Et ça, c'est des systèmes qui sont, c'est des idées qui sont sympas à construire, mais jusqu'à l'arrivée de la blockchain, il n'y avait pas vraiment les logiciels qui étaient prêts pour ça. Ou alors c'est des logiciels qui étaient centralisés, du coup il y avait beaucoup de question marks et rien ne se passait. Donc tu pourrais imaginer, oui, tu pourrais imaginer préfinancer ta carrière, tu pourrais imaginer que chaque membre des alumni reçoive un token à chaque fois qu'il est venu à une conférence, et donc du coup finalement tu as l'accounting de tous les tokens qui est fait automatiquement par une blockchain, c'est extrêmement simple. Et donc, au plus tu es venu au webinaire, au plus tu as de boissons gratuites, ou tu es mieux placé pendant le grand gala de la fin de l'année. Et c'est pas possible de faire un faux, c'est pas possible de tricher. Donc, tu arrives à créer un petit peu des modèles économiques comme ça qui sont nouveaux. Et il faut essayer, il faut se faire un petit peu peur et tenter. Ouais, moi je pensais de donner, excuse-moi Vincent, de donner par exemple, quand tu payes ta scolarité, bon, l'aspect ponction du salaire ultérieur, ça viendra peut-être dans un deuxième temps, mais c'est intéressant aussi. C'est l'idée de donner l'étudiant paye ses frais de scolarité, dedans tu mets un token, et c'est avec ce token-là, par exemple, ça vaut 5% du prix d'un cours diplômant plus tard pour de RSB. Et après, tu peux trader les tokens pour acheter les 19 autres qui te manquent pour faire le cours plus tard, quoi. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de choses à explorer là-dedans. Le problème, c'est que quand tu travailles un petit peu sur les sujets financiers, tu as rapidement des régulations auxquelles il faut faire attention, mais c'est pas impossible d'avoir des produits. Mais c'est ça qui est passionnant, et c'est ça qui me fascine, moi, dans cet écosystème, c'est qu'on retrouve des gens qui sont comme moi, plutôt exécutifs, qui travaillent avec les banques centrales et compagnie, sujet intéressant, mais tu as aussi des gens qui sont vraiment partis à la frontière de la science-fiction, à monter des produits qui sont encore un peu fous, mais qui, je pense, une certaine partie sera en fait dans les mains de nos enfants plus tard, parce que ça va être, ça va vraiment, les technologies blockchain vont oxygéner les économies digitales en général. Et c'est pas uniquement un écran, c'est pas uniquement un wallet, blablabla. Il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Ouais. Et les technologies blockchain, elles permettent justement à ces idées que tu viens de partager, de potentiellement exister. Il y a Adrien qui a une question. Je serai sûrement en contact avec vous. Merci JP. Est-ce que je peux donner la parole à Adrien qui a levé la main? Ouais, merci, c'est gentil. Moi, j'essaie avec mon background de trader sur les marchés financiers, on fait de l'asset management et spécialisé sur le marché des monnaies en particulier. Donc, forcément, ce webinaire sur le CBDC m'intéresse. Et j'ai vraiment du mal à visualiser, en fait, d'un point de vue consommateur final, ce que représente une CBDC. Est-ce que ça remplace une monnaie tu me dis que ça avait la même valeur qu'un billet ou une pièce dans ta poche, mais est-ce que ça remplace l'utilisation finale, et comment ça se place vis-à-vis de la crypto dont tu disais qu'il était différent? Le gros argument que je vois pour la crypto d'une manière générale, c'est prendre le pouvoir, l'enlever des mains des gouvernements pour plus qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, dévaluer leur monnaie en imprimant des milliers de milliards, ce genre de choses. Et en quoi les CBDC, est-ce que ça remplace, est-ce que ça complémente la monnaie actuelle, l'euro actuel, le dollar actuel, et comment ça se place vis-à-vis des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum ou d'autres? J'ai vraiment du mal à visualiser ça d'un point de vue consommateur final, et à quel moment ça m'impacte dans mon boulot, dans ma vie perso et dans le monde de notre société, en fait. Un euro digital en version CBDC, ça reste un euro.
1 euro en chèque, 1 euro en papier, 1 euro en CBDC, c'est 1 euro. Si la Banque centrale européenne décide d'arroser 7 trilliards, elles le feront dans le futur avec des CBDC, ce sera plus simple. C'est digital, c'est très simple. Donc même si tu utilises les mêmes technologies pour les CBDC, un CBDC c'est de l'argent classique, c'est du fiat. Donc il y a de l'inflation sur les CBDC, mais ça utilise des technologies blockchain. Tu as une autre catégorie d'assets qui est vraiment une famille qui est complètement séparée, qui utilise aussi la blockchain. Et là, on parle des crypto-assets. Et les crypto-assets, ils viennent chacun avec leur narrative. Donc, Bitcoin, c'est le gold digital. Ethereum, c'est le fuel pour la smart contract economy. Donc, c'est les mêmes technologies, enfin, c'est les mêmes familles de technologies underline, mais c'est des produits qui sont construits sur ces technologies qui sont complètement différents. Donc, les banques ne vont pas régler leur problème d'inflation avec le CBDC. C'est simplement, qu'est-ce qu'elles font? Elles leur permettent d'avoir en fait une vision complète de leur économie en live parce qu'elles savent exactement où est l'argent et que fait l'argent. Aujourd'hui, quand tu es une banque, comme je l'expliquais un peu plus tôt, tu envoies 1 milliard, quand tu es une banque centrale, tu envoies 1 milliard à tes banques françaises et tu leur dis aider les SME. Et du coup, elles font un petit peu les SME, elles te font un petit peu d'immobilier, elles vont spéculer un peu sur les marchés. Et toi, en tant que banque centrale, tu as voulu injecter du cash dans ton économie, mais tu as du mal à savoir exactement ce qui se passe. Avec du CBDC, ils vont pouvoir l'injecter, on pouvoir faire de l'argent programmable et dire voilà, on va émettre sur les marchés 2 milliards de plus. Et ça va être uniquement pour la consommation locale. Les gens ne pourront pas aller acheter sur Amazon.com, les gens ne pourront pas aller, je sais pas moi, s'endetter encore plus ou acheter une maison. Ce sera uniquement de l'argent pour la consommation, par exemple. Ils vont pouvoir créer d'autres CBDC qui seront toujours 1 euro, mais 1 euro qui sera programmable, un euro qui sera intelligent et qui sera uniquement utilisable pour de l'investissement immobilier, par exemple. Donc, tu crées en fait une infrastructure pas uniquement où l'argent n'est pas uniquement plus rapide, mais où l'argent est vraiment intelligent. Donc ça, c'est la value proposition des gouvernements. C'est pour ça qu'ils le font. Ça leur permet d'avoir du coup, leur risque pour eux, c'est que le reste de la population fasse le choix de partir sur une monnaie internationale comme crypto, comme Bitcoin ou Ethereum, et d'ignorer en fait de vraiment sortir de l'écosystème banque centrale, gouvernement qui peut taxer facilement, qui peut décider ce qui se passe. C'est la proposition que font les cryptos, telle que je la comprends. Je pense que ça va continuer à travailler vraiment en parallèle. Des gens comme toi et moi, peut-être, on a un appétit pour la crypto. On a fait un petit peu, on est passé à travers la learning curve. Mais ma femme ne va jamais acheter un Bitcoin ou un Ethereum, et ça ne se passera jamais. Elle va continuer à être payée en euros, elle va continuer à être payée en Hong Kong dollars, ça va rester là. Et tu as vachement de régulation, tu as toute une économie, il y a une photo macroéconomique, tu ne peux pas switcher sur Bitcoin d'un seul coup, ça ne marchera pas. Rien ne t'empêche de te dire, de la même façon que tu achètes peut-être de l'or, tu vois, de l'or, c'est parce que tu ne crois plus dans l'US dollar ou tu ne crois plus dans l'euro. Donc tu peux choisir d'acheter de l'or ou du Bitcoin. Mais je ne pense pas qu'il y aura une migration sur le monde de la crypto et les gens ne vont pas commencer à payer en Ethereum à droite et à gauche. Ça va plutôt être des outils d'investissement, des outils d'infrastructure. Mais c'est bien de voir qu'en fait, que les gouvernements ont compris la valeur ajoutée de la technologie et commencent à construire pour nos économies avec l'argent, la finance et d'autres sujets, le Covid ou les supply chains, avec les bénéfices de cette technologie. Mais je ne pense pas qu'il y a vraiment de compétition. Pour moi, quand tu investis en crypto, c'est l'investissement. C'est comme si tu dis j'achète un appart à Rennes ou j'achète un appart au Mans. Tu as deux valeurs, tu as deux convictions d'investissement différents. Et après, tu peux te dire tiens, j'achète de l'euro ou j'achète du Bitcoin. Pour moi, c'est deux choses qui sont. Bitcoin n'est pas de l'argent. Bitcoin est surtout une valeur refuge pour se protéger de l'inflation. Donc, je ne pense pas qu'il y aura pas de grosse migration. Il y a beaucoup d'adoption, mais de la même façon que les gens vont acheter, je sais pas moi, des actions de je sais pas quoi, des ETF, des choses comme ça. Tu parlais de, enfin, sauf s'il y a d'autres questions, mais je vais continuer à rebondir sur ce que tu disais. Tu parlais d'avoir des euros programmables où on peut décider que, en tant que banque centrale, j'envoie de l'argent dans le système et il va spécifiquement pour ce use case-là et pas pour un autre. Ouais. Ça me rappelle un peu ce qu'on lit sur la MMT, la Modern Monetary Theory, qui est de dire plutôt que de passer par les banques qui ensuite réinjectent dans le système un peu comme elles le veulent, on donne l'argent directement au public
à travers les stimulus checks qu'ils font en ce moment aux États-Unis, par exemple, pour stimuler directement l'économie réelle, l'impact de la vie des gens. Ce qui est d'ailleurs assez comique, puisqu'on voit que de 30% des gens qui reçoivent un chèque veulent investir dans la crypto. Donc, c'est assez drôle de voir que ça marche, mais moyennement quand même, de donner l'argent directement aux gens. Donc, j'imagine que les CBDC permettraient de faire ça encore plus précisément Le nombre de use cases, il est énorme. Tu peux imaginer en fait que les prix de l'assurance vont baisser à partir du moment où tu vas être remboursé par ton assurance avec de l'argent qui sera programmable. Aujourd'hui, quand tu casses ta voiture, ça coûte 5 000 € pour la réparer. Et en fait, l'assurance a prévu qu'il allait y avoir tellement de fraude sur l'année que tu dois payer en gros 35% de plus pour payer pour les fraudeurs. Mais ça, c'était absorbé à l'intérieur. À partir du moment où les assurances vont pouvoir te donner de l'argent et te dire voilà, ça c'est pour réparer une voiture, tu peux rien faire d'autre avec cet argent-là, d'un seul coup, la fraude devient quasiment pas inexistante, mais baisse de façon substantielle. Donc tous les tarifs baissent en général. Donc tu as cet aspect de direction. Après, pour les gouvernements, pour les entreprises, pour plein de choses comme ça, l'argent devient un petit peu comme des coupons où tu vas pouvoir dire ok, c'est 1 euro, mais cet euro-là, c'est de l'euro pour aller au restaurant, ou c'est de l'euro pour la santé, ou c'est de l'euro pour l'éducation. Et d'un seul coup, tu vas avoir des gouvernements qui vont devenir beaucoup plus efficaces et transparents dans la façon dont ils vont aider les entreprises en général et leurs citoyens. Ouais, c'est très ça. Je vais laisser la parole à Edouard qui a l'air d'avoir une question. Parlait de l'or tout à l'heure. Consensus, c'est acquis en 2010. Ouais, Edouard, peut-être ouvre ton micro, Edouard, pour poser ta question. Et moi, j'aimerais bien parler un petit peu d'euro digital juste après, Charles. Ça marche. Alors, Edouard, tu veux la poser, ta question, on la lit? Alors, bonjour. Oui. Bonjour. Alors, on parlait de l'or tout à l'heure, oui. J'ai vu que Consensus avait acheté une entreprise qui s'appelait Planetary Resources, qui s'occupe du coup de minage sur les astéroïdes, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que c'est une manière d'avoir d'autres ressources, une manière finalement de peut-être se protéger avec les risques que peuvent avoir le fait d'avoir de l'Ethereum, ou alors tout simplement de se positionner sur la baisse entre l'or et les monnaies à l'international? Alors, Consensus, c'est un très gros investisseur dans énormément de startups, surtout sur les startups qui sont liées à la blockchain. On a investi dans à peu près 130 sociétés depuis le début de la vie de Consensus. Planetary Resources, en fait, était un investissement personnel de Joseph Lubin, donc qui n'est pas lié à Consensus, même si la presse l'a reporté de cette façon-là. Et je pense que c'est pas une société de minage spatial réellement, c'est une société de mapping de l'espace. Et l'idée de Joseph Lubin derrière ça, c'est de se dire qu'on pourrait en fait s'assurer que toute l'information sur l'espace en général, donc Joseph Lubin c'est un visionnaire, il est milliardaire aussi, donc ça aide à rêver. Donc son idée de base c'était de se dire, voilà, il y a cette société qui a développé une technologie pour mapper les ressources et mapper en fait l'espace en général, et il n'y a pas de raison que l'information sur l'espace soit pas une information publique. Et il n'y a pas de raison qu'elle soit réservée uniquement à la NASA ou à des grandes puissances internationales. Donc l'idée originale du rachat, c'était plus de pouvoir donner accès à ce type d'information à l'humanité, pour être très franc avec toi. Donc je ne sais pas exactement où en est le projet aujourd'hui, mais ce n'était pas du tout un edge contre Ethereum ou quoi que ce soit. Globalement, chez Consensus, on a aujourd'hui reçu des investissements de JP Morgan. Il y a d'autres investisseurs qui vont être annoncés dans les semaines à venir. Donc on est toujours lié au prix un petit peu de l'Ethereum, mais ce n'est pas du tout un driver comme ça a pu l'être au tout début de la vie de la société. J'espère que ça peut. Merci Edouard pour cette question là, qui nous emmène dans les étoiles. J'avais entendu parler effectivement de cette histoire de mapper l'espace et de mettre ces informations-là dans la blockchain. C'est extraordinaire. Il nous reste encore 2-3 minutes. Est-ce que les uns et les autres, vous avez une dernière question? N'hésitez pas à lever la main et à ouvrir le micro, ou sinon Moi, je veux bien reprendre un tout petit peu, sauf si quelqu'un a une dernière question, mais en termes de ETA, combien de temps ça prendrait pour arriver à tout ce que tu décrivais? On voit qu'il y a toute l'infrastructure à construire.
comment une entreprise, comment un étudiant actuel de l'ESRN peut s'exposer à ce marché. Lisez C'était ma ce dernière question, Adrien. Là, tu me l'as piqué. C'était pour ouvrir. Désolé. Dernière question. C'est Charles, si j'ai envie de bosser dans la blockchain ou chez Ethereum ou dans la crypto-monnaie, qu'est-ce que je fais? C'est ça, hein, quelque part, Adrien. Ouais, et puis combien de temps ça va prendre d'ici à ce qu'on le voit concrètement pour nous? Tu parlais de l'exemple d'une assurance tout à l'heure. Est-ce que c'est d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans? Voilà. Alors, je vous conseille, il y a une formation gratuite Consensus sur coursera.org. Vous pouvez la prendre. C'est comme ça que j'ai eu mon boulot chez Consensus, c'est que j'étais un des premiers à prendre la formation et je suis arrivé avec ça sur le CV et ça m'a permis d'avoir accès à ces boulots-là. Donc tu vas sur coursera.org, tu as Consensus, les Essentials of Blockchain, un truc comme ça. Donc ça, tu y vas, tu te fais ta formation. Si tu veux un diplôme, tu payes $100. Si tu veux juste la formation, c'est gratuit. La deuxième chose, c'est que vraisemblablement, la blockchain, tu ne vas pas la voir. D'un seul coup, tu vas te rendre compte qu'il y aura des nouvelles fonctionnalités avec l'argent, avec ton application de paiement que tu as aujourd'hui. Et derrière, ça sera la blockchain. Mais ce n'est pas une bonne idée de se dire on va apprendre la blockchain à tout le monde parce que c'est relativement complexe. De la même façon, quand Amazon.fr change de serveur ou change de base de données, on ne se rend pas compte. Simplement, d'un seul coup, ça va mieux et ça va plus vite. Donc, la meilleure façon de dessiner des produits blockchain, c'est des produits qui vont devenir invisibles et complètement s'intégrer. Et la timeline pour ça, écoute, les Chinois lancent ça d'ici la fin de l'année. Ils sont déjà en version bêta. Ils ont plein de transactions dans tous les sens. Tu vas commencer à voir arriver ça d'abord dans le B2B. Donc, ce sera surtout entre les banques centrales et les banques. Et ça, tu vas devoir attendre probablement encore en Europe peut-être 5 ans, en Asie 3 ans. D'accord. Ok. Pour que ça te touche, toi, sur ton téléphone, en gros, quoi. Okay, mais après, si tu veux acheter du Bitcoin et l'Ether, tu en as déjà plein les poches. Tu peux commencer déjà à jouer avec ça. Ouais. Merci Charles. Il est 13h, c'est passé à une vitesse incroyable. C'était passionnant. Je te remercie beaucoup. Je passe la main à Margot pour le mot de la fin. Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est merci Charles d'avoir été présent. N'oubliez pas de vous renseigner sur les différents événements de l'association. La semaine prochaine, il y a un autre club marketing avec un partage d'expérience de 2 entrepreneurs dans le domaine du recyclage, dont Christophe qui devait nous écouter là, qui est connecté avec nous. Et donc, continuer à rester aware sur tout ce qui se passe dans l'association des anciens de Rennes SB et parlez-en autour de vous. Achetez le bouquin de Charles, là qu'on voit. Absolument. Tu nous fais la pub. Moi, c'est déjà fait. Je l'ai acheté la semaine dernière après notre conversation. Donc, il est sur le super sympa. On peut payer en Bitcoin? Non, malheureusement, non. C'est sur Amazon. On va y arriver. Il faut continuer à pousser. En RSB Coin. À bientôt tout le monde, sinon. Bonne journée. Merci beaucoup, Charles. Merci à l'ESC d'avoir organisé Merci ça. à tous. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply.